Je suis responsable communication sur un des campus saisis et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui s'inscrit dans un programme de 2 semaines d'orientation réservé particulièrement aux parents. J'accueille aujourd'hui Aline Duno, qui est responsable qualité RSE et handicap à Saisie, ainsi que Marion Albarado, qui est chargée de mission diversité et RSE, pour animer le webinaire qui a pour sujet l'accompagnement des élèves 10 au sein de Saisie. Je vous précise que ce webinaire est enregistré afin d'être en replay sur la chaîne YouTube de Saisie et vous pouvez poser toutes vos questions via le chat. Et si le temps qui nous est imparti ne permet pas de répondre à toutes les questions, elles seront traitées par mail, je vous le promets. Aline et Marion, bonjour, je vous laisse la parole. Et Bonjour merci Pascal. Pascal, bonjour tout le monde et merci. Eh bien, écoutez, ce webinaire, il s'inscrit aussi pendant la semaine de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, donc, on va parler essentiellement des 10. Demain, on parlera des maladies invalidantes et vendredi, on parlera du trouble de l'autisme. Donc, si vous êtes futur étudiant actuellement, si vous êtes parent de futurs étudiants, si vous travaillez à Saisie ou que vous formez tout simplement ou travaillez dans le secteur de la formation, mais écoutez, ce webinaire s'adresse à vous. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de découvrir un handicap invisible par jour et de comprendre un petit peu les besoins des étudiants en situation de handicap invisible. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Adam Bréchoir qui est étudiant chez nous en 5e année d'ingénieur à La Rochelle. Tu me dis si je me trompe. Tout à fait. Voilà, qui va nous parler de son parcours et qui va du coup témoigner pour notre webinaire du jour. Et donc, en fin de webinaire, on vous présentera aussi les aménagements qui sont possibles. La semaine prochaine, sinon, vous avez une série d'autres webinaires, comme le disait Pascal, à destination exclusivement des parents. Mercredi prochain, vous retrouverez par exemple l'accueil des étudiants en situation de handicap à Saisie dans toute forme de situation de handicap, sur le parcours, sur les démarches administratives, ce genre de choses. Et lundi, vous pourrez aussi éventuellement retrouver Aline sur la thématique de la qualité, puisqu'elle parlera de la manière comment assurer que son enfant va suivre un cursus de qualité. Voilà. Il y a d'autres sujets, si Oui, tu veux pour apporter des compléter. précisions. Oui, Oui, sur la partie parents, donc la semaine prochaine, ce qui est intéressant, c'est que la présentation est faite pour que les parents comprennent la différence entre le lycée et l'enseignement supérieur, parce qu'il y a 2, 3 changements, et donc leur rôle change aussi. Donc c'est pour ça on le présente. Donc c'est des généralités, mais aussi sous l'angle de l'accompagnement et notamment du rôle des parents. Voilà, donc ça nous a permis de faire le lien avec Andy Poursuite. Je te laisse présenter Andy Poursuite. Eh bien, si vous voulez participer à un jeu toute la semaine, ça a commencé ce matin et ça se termine vendredi. Vous pouvez flasher ce QR code ou directement récupérer le lien qui est en haut. Je vous le mettrai dans le chat quand Aline interviendra tout à l'heure. Si vous voulez participer, c'est avec grand plaisir. Si vous êtes étudiant, n'oubliez pas de mettre votre adresse via Saisie dans le pseudo pour qu'on puisse vous identifier. Si vous voulez participer, essayez de gagner une des 5 cartes cadeaux d'un montant de 50 € qui est financé par Capgemini Engineering. Voilà, donc Andy Poursuite est un petit jeu qui est monté par l'AGFIP, qui est proposé chaque année et qu'on nous propose de réaliser en interne. Donc, écoutez, il y a plus de 300 questions, je crois. Donc, vous pouvez jouer, rejouer, re-rejouer. Et les points sont cumulatifs, donc n'hésitez pas à jouer, tout Donc simplement. tout le monde peut jouer, seuls les élèves peuvent gagner. Voilà. Non, tout le monde peut gagner, mais les cartes cadeaux, précisons. Voilà. Aline, je te laisse te présenter. Oui, donc Aline Duno, moi je suis responsable qualité, RSE et diversité au sein de Saisie. Et Marion, qui es-tu? Eh bien, je suis une collaboratrice qui travaille dans ton équipe et moi, ma casquette, c'est chargée de mission diversité et RSE. Et donc, nous sommes les 2 personnes, entre autres, qui se cachons derrière les aménagements réalisés au national, une fois qu'ils nous ont été transmis par les référents handicap des campus. Mais ça, on vous en parlera à la fin de la présentation. Parlons Alors, d'abord des handicaps invisibles. voilà. Donc, on voulait faire une bref retour sur le handicap. En fait, tout a vraiment changé le 11 février 2005 quand il y a eu une loi. Donc, il n'y a pas plus fort au niveau de la réglementation qui
qui explique que le handicap, c'est une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société. Elle peut être durable, définitive ou finalement suffisamment longue, généralement c'est qui a un impact de plus d'1 an. Et toute personne en situation de handicap a droit à la solidarité et aussi un droit à la compensation. Donc le fait de mettre en place des aménagements, c'est un droit, c'est opposable et c'est dans la loi. Donc on s'y conforme et on va le mettre en place effectivement à saisie. Il y a des classements qui ont été faits, chacun un petit peu a sa sa modalité de classement. Selon cette loi, il y a effectivement un classement en termes de physique, sensoriel, mental, cognitif, psychique, polyhandicap, troubles de la santé invalidants. La maison départementale des personnes handicapées va avoir aussi ses propres catégories. J'ai envie de dire, peu importe, de toute façon, ce qui est important, c'est que ce soit pris en charge et on va surtout regarder, nous, les besoins au-delà du classement. Un handicap invisible, c'est un handicap dont les manifestations ne se voient pas au premier regard, puis ça peut parfois fluctuer. Il va y avoir des répercussions, aussi bien sur la vie familiale, scolaire, sociale ou professionnelle. Et donc quand, on pense handicap, souvent en France, les premières images qui viennent, c'est un fauteuil roulant. Ça, il y en a très, très peu, hein, en fait, qui se voient puisque du coup, si on regarde, si on continue dans les handicaps invisibles, on va réfléchir. Marion, je te laisse cliquer à nouveau. Donc je laisse réfléchir quelques secondes. Entre des handicaps qui peuvent être moteurs, donc physiques, l'autisme, les handicaps mentaux, on va parler un peu plus aujourd'hui des troubles 10, des troubles psychiques, auditifs, visuels, les maladies invalidantes. À votre avis, il y en a combien qui ne se voient pas? Dites-vous un pourcentage dans la tête. Si on Je continue, fais on va vous l'horloge. donner, Tic-tac, on va vous donner tic-tac, 2-3 exemples tic-tac. pour essayer de vous faire réfléchir un petit peu plus. Dans le moteur, on peut avoir aussi tous les troubles musculo-squelettiques. On peut avoir des lombalgies, gros mal de dos, des douleurs chroniques par inflammation, des séquelles, des fractures. Il peut y avoir des troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire que le cerveau structuré d'une manière un petit peu différente. Il peut y avoir des gens qui ont des déficiences intellectuelles plus ou moins fortes. Il va y avoir dans le handicap psychique de l'anxiété, les troubles dépressifs, post-traumatiques. Sur tout ce qui est auditif, il peut y avoir des surdité partielles, des hyperacousies. Dans les troubles visuels, il peut y avoir des gens qui sont daltoniens, qui ont une rétinite pigmentaire. Et puis, dans les maladies chroniques, il peut y avoir le diabète, les maladies inflammatoires, auto-immunes. Alors, à votre avis, combien en termes de pourcentage? Marion, quelle est la réponse? Et c'est Alors, plus de 80%. Merci en tout cas d'avoir participé. C'est plus de 80% des handicaps qui sont invisibles en fait. Donc ça veut dire qu'autour de vous, il y a plein de gens qui sont en situation de handicap et vous n'y pensez pas, ou vous ne vous en doutez pas. Et donc un handicap, peut survenir au cours de la vie, suite à un accident, une maladie ou une blessure professionnelle. Donc ce n'est pas forcément à la naissance. On va continuer. Pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est effectivement un handicap de naissance qui est parfois diagnostiqué plus tardivement. Et donc, on va faire un focus sur les troubles des apprentissages qui ont été reclassés. Avant, on parlait beaucoup de 10. On va voir toute la série des 10. Et puis, on va aussi parler de neurodiversité. Alors, Marion, qu'est-ce que c'est? Alors, écoutez, je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que les cerveaux ne fonctionnent pas tous de la même manière, et que ces différences, elles sont, naturelles, fréquentes et qu'elles font partie de la diversité humaine, tout simplement. Au même titre qu'une diversité physique, culturelle ou physiologique. Autrement dit, donc, il n'existe pas un seul bon cerveau, mais une multitude de façons d'apprendre, de penser, de ressentir et d'agir. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est évidemment comment on fait pour apprendre. Et les profils neurodivergents, eux, se regroupent donc avec les 10, comme le disait Aline, on va utiliser ce terme parce que c'est plus court, plus facile à, à prononcer. Et voilà, ça restera un abus de langage qu'on va s'autoriser pour aujourd'hui. Il y a les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les fameux TDAH, les TSA, troubles du spectre autistique, les HPI, les hauts potentiels
haut potentiel intellectuel, oui, c'est aussi une neurodivergence. Mais donc la neurodiversité est un concept qui ne vise pas à établir une liste de profils. Le but, comme l'a dit Aline précédemment, c'est de pouvoir réaliser une prise en charge et des aménagements qui soient adéquats aux besoins de nos étudiants. Et donc, nos fonctionnements différents ne sont pas des anomalies, mais des variations. Donc là, il y a deux écoles qui se séparent en deux. Il y a ceux qui disent que la neurotypie existe vraiment et ceux qui disent qu'elle n'existe pas. Donc, on va mettre à plat tout ça. Il y a la vision sociale, sociétale, où on parle de neurodiversité, où on dit que justement, la neurodiversité, c'est un état de fait. On est tous différents. Voilà, c'est l'environnement scolaire qui, lui, va entraîner des difficultés, dans notre cas en tout cas. Et puis, c'est la société, si elle était conçue différemment, peut-être, qui n'engendrerait pas chez nous de troubles. Et puis, il y a la catégorie médicale qui dit qu'il y a un trouble du neurodéveloppement, donc des difficultés qui sont suffisamment importantes pour entraîner un impact dans la vie quotidienne. Et donc là, le mot trouble, il désigne plutôt cette difficulté dans un contexte donné. Voilà, donc autrement dit, on parle de TND, trouble du neurodéveloppement, lorsqu'une variation de fonctionnement rend l'école difficile, complique l'autonomie, crée une souffrance sociale, bref, engendre tous les impacts qu'Aline a mentionnés lorsqu'elle a parlé de la définition du handicap. Et donc, on va réaliser un focus sur la catégorie médicale, puisque nous, ce qu'on veut, c'est mettre en application quelque chose en face. Alors, pour comprendre ce qu'est un 10, eh bien, on va s'attarder un peu sur les différents lobes du cerveau. On va se dire que différentes zones ont leur propre fonction au pluriel, d'accord? C'est des prédominances. Ça fonctionne vraiment en réseau. Lorsque on étudie le cerveau par un IRM fonctionnel, par exemple, on va voir des zones du cerveau qui vont s'allumer, je mets bien des guillemets, qui vont être actives, mais par contre, on va voir aussi d'autres zones du cerveau qui s'activent en même temps, mais par contre, on va dire que l'odorat, le goût va plutôt être associé au lobe temporal, la mémoire, le langage plutôt dans le lobe frontal, et donc on a tout un tas de petites parties, de petits lobes aussi qui sont sous-jacent. Là, je vous présente celui de l'Institut du cerveau qui a été présenté il y a très peu de temps, à savoir 2 jours, sur leur site internet. Et donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de l'Institut du cerveau. Donc, ces circuits-là, il faut se dire qu'ils fonctionnent, ils fonctionnent ensemble pour apprendre. Pour apprendre, on dit qu'il y a 4 types de gouvernance. Donc ça, c'est une application des neurosciences cognitives et comportementales appliquée à la formation que je vous montre là. La gouvernance instinctive, elle va être plutôt liée à la sécurité, elle est assez profondément ancrée dans le cerveau. On a la gouvernance grégaire qui va plutôt être en relation avec les autres, avec le groupe. La gouvernance émotionnelle qui va être plutôt liée au plaisir, au bien-être, à la motivation. Et derrière, on a la gouvernance adaptative qui fait plutôt sens sur la cohérence des choses, la réflexion, l'apprentissage. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est à combler l'ensemble des 3 premières gouvernances. Si vous connaissez la pyramide de Maslow, c'est tout simplement l'actualisation de la pyramide de Maslow qui a été décortiquée et qui a été critiquée ces dernières années. Donc la dernière version qu'on a là, en tout cas avec l'INC, c'est cette forme-là, sous forme de 4 gouvernances. Et en fait, on ne peut apprendre que si les 3 premières sont bien ancrées. Donc, juste pour vous donner un exemple, quand on est dans la gouvernance instinctive, l'étudiant va se dire il faut absolument pas que je me trompe, je suis stressé, je suis anxieux. Voilà, quelqu'un d'anxieux va pas pouvoir apprendre. Dans la gouvernance grégaire, c'est plutôt ah oui, mais si je dis que j'ai un problème, si je dis que j'ai pas compris, je vais passer pour un clown. Voilà, on va se moquer de moi. Donc là, c'est la relation aux autres qui parle. Alors que dans la gouvernance émotionnelle, on va être vraiment dans la motivation. C'est oui, mais j'apprends, mais ça me motive pas. Voilà, donc c'est ça qui va faire en sorte que si les 3 premières sont comblées, l'étudiant va s'autoriser cet apprentissage par l'essai-erreur jusqu'à arriver au but final, qui est la solution. Et plus il va répéter ce chemin d'essai-erreur, souvent, plus il va arriver dans un mode mental automatique, d'accord ? Et c'est ce qu'on fait quand on fait son café le matin, lorsque, on boit un verre d'eau. On ne pense pas à ce que l'on fait, on l'a directement enregistré. Sauf qu'un étudiant qui a un trouble du neurodéveloppement, lui, il va être beaucoup plus souvent dans sa gouvernance instinctive, grégaire et émotionnelle,
Parce que les situations de handicap engendrent tout un tas de choses dans sa vie, mais va aussi être du coup en mode adaptatif. Il va tout le temps être dans l'apprentissage et jamais dans l'automatisation des tâches. Ce qui fait que ça peut engendrer des doubles, voire des triples tâches. Donc par exemple, au niveau de la lecture, ça peut prendre beaucoup plus de temps, mais ça va engendrer aussi de la fatigue. Ça, vous allez l'expérimenter, c'est Aline qui va vous montrer tout à l'heure. Et évidemment, des fluctuations de la performance. Aline, je te laisse présenter cette petite slide qui est en Alors, lien. donc on disait qu'on fonctionne plutôt en pilotage automatique sur 80% de nos activités, quand on laisse nos chaussures, quand on conduit, comme Marion vient de dire. Le problème, c'est quand on est sur des actions, donc on parle de praxis, quand par exemple on utilise nos mains, et qu'un dyspraxique, du coup, ne sait pas automatiser, il ne va pas être capable d'automatiser ses gestes. Ça veut dire qu'il va tout le temps être dans le contrôle, dans l'attention permanente, ce qui va engendrer à la fois de la lenteur. Pour lasser mes chaussures, il faut d'abord que je fasse une boucle, etc. Ça va me fatiguer parce que j'ai besoin de beaucoup plus de concentration. Et donc, effectivement, en fonction de mon état de fatigue et de l'ensemble, je vais avoir une fluctuation des performances. Donc, c'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est que dans ces catégories de 10, du coup, il y a des choses qui ne sont pas automatisées. Donc, rappelez-vous, quand vous accompagnez un élève de CP, il doit se concentrer pour lire un mot. Un élève qui est 10 a évidemment automatisé certaines choses, mais pas autant que d'autres. Et donc, si on fait une petite liste tout simplement des troubles du neurodéveloppement, on y trouve donc la fameuse dyslexie, le trouble du langage oral, c'est la dysphasie, le trouble du développement de la coordination, c'est la dyspraxie dont vous a parlé Aline, les troubles spécifiques plutôt liés au calcul, c'est la dyscalculie, et puis on a les déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité, les TDAH. Donc, on va parler essentiellement de la dyslexie à présent. Donc traditionnellement, ça désigne ce trouble du langage écrit avec des difficultés qui sont, il ne faut pas l'oublier, durables. Ça veut dire que ça ne se soigne pas. Ça peut se compenser, mais ça ne se soigne pas. Et donc c'est sur la partie des mots écrits. Donc on va être plutôt dans le décodage et dans la compréhension de ce que l'on écrit. Ça s'explique pas du tout par un manque d'intelligence, évidemment, ni de motivation ou ni d'enseignement, de niveau d'enseignement, d'accord. Mais on va distinguer la dyslexie phonologique, la dyslexie de surface, la dyslexie mixte. Ça, c'est des fois ce que l'on trouve essentiellement d'ailleurs dans les comptes rendus des bilans orthophoniques. Des bilans orthophoniques, merci. Et donc aujourd'hui, il est estimé, on a une estimation, il est estimé que ça toucherait entre 3 et 10% de la population française. Mais c'est évidemment une estimation parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont jamais déclarées. Donc quelques données chiffrées, ce sont 70% des 70% des personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement qui voient aussi ce fonctionnement persister à l'âge adulte, avec un retentissement évidemment dans la vie perso, pro, sociale. Voilà. Ce sont 25% des étudiants en situation de handicap à l'université qui ont des troubles du langage et de la parole. Alors ça, ce sont les chiffres du ministère. Nous, la proportion est légèrement plus grande à saisie. On est plutôt aux alentours des 30%. Ensuite, 8 à 10% de la population française pourrait être neurodivergente, sans diagnostic clair ou sans reconnaissance administrative. Et donc, ces 8 à 10%, ce sont des chiffres qui seraient en plus des chiffres qui ont été donnés. Et donc, 15,3% des lycéens ont cette année bénéficié d'une aide ou d'aménagement aux épreuves du baccalauréat. Voilà. Et les demandes d'aménagement, elles ont augmenté de 9% en un an. Donc, c'est un moyen de vous dire que la dyslexie, c'est quelque chose qui est pris au sérieux et sur lequel on ne peut absolument pas faire l'impasse. Voilà, juste pour compléter, avant cette mise en situation, c'est que comme il y a eu la loi de 2005, les élèves sont de plus en plus diagnostiqués, accompagnés dans les petites classes et jusqu'au lycée. Et donc, par exemple, cette année, il y a eu 10 000 étudiants supplémentaires en situation de handicap qui ont passé le bac et donc qui arrivent dans l'enseignement supérieur. Donc, effectivement, on a une hausse des déclarations des élèves en situation de handicap dans l'enseignement supérieur parce que du coup, ces élèves-là sont mieux pris en charge et du coup arrivent davantage dans l'enseignement supérieur et savent qu'ils peuvent demander des compensations pour leur réussite.
Alors, on va faire un petit test. On va vous mettre dans la peau d'une personne dyslexique. Donc, je vous laisse 1 minute, top chrono, pour me donner le résultat et m'écrire le résultat, du coup, dans le chat. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bon, donc là, ça y est, vous devriez avoir la réponse. Je vous laisse donc écrire. Vous n'êtes pas très parti, je ne sens pas très motivée aujourd'hui. Vous pouvez vous concentrer, s'il vous plaît, et répondre. Galère, hein, j'ai en réponse. Ouais. Galère, Ok. joker. Bon, vous êtes mauvais, hein, c'est ça, vraiment mauvais. Anaïs a réussi quand même une partie. Ok, J'ai moins réussi. très bien. Allez, on va continuer. Je crois que la réponse était 5. Je vous laisse 20 secondes, évidemment, pour lire ce texte. Ok. Bon, je pense que vous avez galéré, ok. On va passer à la slide suivante. Qu'est-ce que je voulais vous faire expérimenter là-dedans? C'est que du coup, vous avez dû passer beaucoup de temps à identifier les mots, à comprendre en fait, et à chaque fois, il n'y avait pas toujours les mêmes choses, hein. Il y avait des mots dans un sens, dans l'autre, les lettres inversées. Et donc à chaque fois, en fait, vous étiez en mode décodage. Et ce mode décodage est fatigant. Et donc globalement, il faut en moyenne 3 fois lire le texte pour le comprendre. Ça veut dire que tout le temps qu'un dyslexique a sur une épreuve, plutôt que de passer un tiers du temps sur la compréhension et après du temps pour l'analyse, en fait, vous passez tout le temps sur ne serait-ce que la compréhension du texte. Donc là, je m'adresse aux enseignants. Ça veut dire qu'un support déjà clair, aéré, structuré, ça aide du coup au décodage, ça aide à la structuration, à la compréhension. Souvent dans les aménagements, on voit du tiers-temps aux examens. Le tiers-temps, en fait, effectivement, il permet de compenser la difficulté, mais ça compense pas la fatigue. J'aime bien quand j'avais un collègue qui disait vous préparez un marathon, vous allez faire 42 km, oui, vous allez avoir le droit à un tiers-temps parce que vous êtes en situation de handicap. Ouais, génial, je vais pouvoir faire 54,7 km pour mon marathon. Non seulement c'était déjà compliqué, 42 km, comme je suis en situation de handicap, du coup, je vais pouvoir en faire 57. Donc on voit bien que le tiers-temps, c'est pas forcément la réponse à tout, puisque du coup, ça compense pas la fatigue. Et puis autre chose, c'est que si je vous avais fait lire à haute voix juste avant, vous seriez senti un peu ridicule. Donc attention, quand on est enseignant et qu'on demande aux élèves de lire, ça peut effectivement avoir un côté de maltraitance, puisque du coup, on n'est pas à l'aise pour le décryptage et c'est pas pour ça qu'on ne sait pas y répondre derrière quand on a compris. Donc on voit bien en fait qu'un élève dyslexique, finalement, à l'oral, il est très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vraiment le cas de la lecture qui pose problème. Mais derrière, une fois qu'on lit pour lui ou qu'il y a un logiciel qui peut lire, du coup, ça facilite grandement la vie. On va continuer, Marion. Donc là, on était dans la gouvernance grégaire, si vous avez suivi. Les activités d'écriture pour un dyslexique, ça pourrait ressembler à ça. Je lis au tableau. Donc là, ça peut être délicat en fonction du degré de complexité de ce qui est écrit au tableau ou un diapo, bien évidemment, du niveau de l'élève 10, c'est-à-dire de sa capacité à compenser, et de la lisibilité de l'écriture de l'intervenant. Typiquement, j'avais vu que certains élèves, plutôt collège-lycée, ne prennent pas leur feuille droite, mais la mettent de côté. Et en fait, ça les aide à lire. Manque de bol, un écran, on ne va pas le tourner. Deuxième étape, je dois retenir ce que j'écris. S'il faut que je recopie une soustraction de 3 lignes, je vais devoir procéder chiffre par chiffre. 3, je pose les yeux sur ma copie et je dois m'y resituer, puisqu'en fait, on n'a pas parlé de l'organisation de l'espace, mais du coup, c'est aussi un problème. Donc, ça veut dire que cette étape est problématique pour certaines personnes. 4, j'en arrive là. Mince, j'ai oublié ce que j'avais lu. Je vais revenir à l'étape 1. Et puis enfin, je vais écrire. Donc là, ça va me demander de la concentration, car je sais que je fais des erreurs. Donc, je vais essayer. J'ai tout intérêt à ne pas faire d'erreurs. Donc là, du coup, je vais me concentrer. Si je vais me relire pour comprendre ce que j'ai écrit et j'enlève éventuellement des erreurs, mais en fait, on a déjà passé. Donc, je ne peux pas faire cette étape-là. Donc, on voit bien en fait que chaque étape, c'est pas forcément simple. Et donc, du coup, le fait de écouter, écrire, finalement, c'est une double tâche. Alors que moi, ça me pose pas de souci, mais finalement, c'est 2 tâches différentes. C'est rigolo parce que moi, je vois les réactions de Adam
qui va témoigner tout à l'heure. Au fur et à mesure, on voit ce qui lui parle ou pas dans les exemples. Donc du coup, en moyenne, hein, ok, une personne lambda va faire 4,6 erreurs par texte, quand une personne dyslexique va faire en moyenne 22,7 erreurs par texte, avec des erreurs qui vont être spécifiques. Ça va être des erreurs liées à la segmentation, en effet, tout attaché par exemple. Des erreurs liées à des homophones, C. Vous allez me dire, ok, d'autres font ces erreurs. Oui, mais il y a quand même 4,6 erreurs par texte pour l'ensemble. Des erreurs phonétiques, engendrées, au lieu d'engendrer. Des erreurs liées à la morphologie verbale. J'ai préféré le Z au lieu de j'ai préféré. Et puis une inconstance dans ces erreurs. C'est pas parce qu'à un moment on fait des erreurs qu'on en fait à chaque fois. C'est là où c'est perturbant pour les enseignants. Et puis on va faire un petit focus sur l'anglais, parce que dans nos formations, il y a un certain nombre d'exigences par rapport à l'anglais, notamment sur la formation d'ingénieur. Hein. Vous devez valider un TOEIC à 800, je crois. J'ai un petit doute. Et l'anglais, c'est pas facile. Je te laisse pas dire pourquoi, Marion. Eh bien, tout simplement, lorsqu'on va prononcer un mot qui peut être le même en français, par exemple le mot social, eh bien, on n'y met pas le même champ lexical derrière. Le mot social en français va désigner la relation, le dialogue social au sein d'une entreprise. Voilà. Alors que quand on parle de social en anglais, ça va aussi parler de la partie sociétale. Donc, c'est vachement plus large. Et en fait, le fait d'avoir un mot associé à un nouveau sens, à un nouveau champ lexical, ça va encore ralentir la lecture, la compréhension de ce que l'on lit. Les phonèmes, pareil, eux, ils peuvent être nouveaux ou pas. Et puis, ils sont associés à des graphèmes qui sont aussi nouveaux ou pas. Par exemple, le F de find se prononce de la même manière que le PH de phone. Le son A, pardon, se prononce de la même manière pour les mots day, make et vain, alors qu'ils ne s'écrivent pas de la même manière. Et donc, il y a aussi donc, ces fameux homophones, par exemple write et write, ou encore si et si. Vous n'avez probablement pas entendu la différence à l'oral. Mais oui, l'anglais fait donc partie des langues irrégulières les plus difficiles, en tout cas qui sont reconnues les plus difficiles. Elles se reconnaissent à leur correspondance phonème-graphème complexe et du coup très variable. Et pour une personne dyslexique, le processus de mémorisation est donc impacté. L'écriture et la prononciation d'une langue irrégulière seront forcément plus lents et plus compliqués que l'apprentissage d'une langue régulière comme l'italien ou l'espagnol, dont les règles de correspondance entre les sons et les lettres sont beaucoup plus stables, prévisibles, faciles. Voilà, donc si on fait une petite comparaison donc, entre les phonèmes, hein, les phonèmes c'est un même son qui peut s'écrire de différentes manières. En français il y en a 36, en anglais il y en a 44. Les graphèmes, c'est les sons, c'est-à-dire une même lettre peut représenter différents sons. En français il y en a 190, en anglais il y en a 1120. Et puis après il y a aussi le coût des lettres muettes. Donc ça veut dire que pour une personne dyslexique, en français du coup il y a déjà des compensations qui ont été mises en place. Patatras, on retombe à zéro sur l'anglais et on rajoute une difficulté. On ferait de l'espagnol, ça serait beaucoup plus simple, mais c'est pas la langue qui est choisie. Donc, on va rester sur cette difficulté-là, ce qui veut dire que nous, on va mettre en place des aménagements spécifiques sur l'anglais, notamment pour les personnes dyslexiques. On va typiquement souvent changer l'épreuve quand ça passe pas, quand on n'y arrive pas, pour aller sur des épreuves orales, puisqu'on a vu que la difficulté, c'était pas forcément l'oral, c'était l'écrit. Donc, dans l'idée, c'est d'adapter le mode d'évaluation pour être capable d'évaluer la compétence et non pas de discriminer de par l'épreuve. Et donc, on va passer la parole, alors je vais arrêter le partage d'écran, on va passer la parole à Adam, qui a eu des réactions depuis tout à l'heure sur ce qui a été Absolument. proposé. Est-ce que tu t'es reconnu alors dans certaines Oui, situations? dans de nombreux éléments, absolument. La difficulté à lire, la nécessité de se tirer temps pour comprendre. Vous inquiétez pas, je trouvais que les textes à l'envers étaient aussi très difficiles et que ce n'était pas le ressenti de quand je les lisais, mais effectivement, c'est la sensation sur quand on essaye de lire quelque chose à l'oral et de passer devant du monde, c'est on va se reprendre plusieurs fois. Même sur un texte un peu petit, on va pouvoir sauter de ligne, on va pas faire attention. Et par exemple, juste réécrire quelque chose qui est au tableau, effectivement, ça c'est assez dur. Ah ouais, je parlais de quoi déjà? On regarde le tableau et prend un peu plus de temps. Et cette étape de vérification qui est nécessaire, mais on ne prend pas toujours le temps pour le faire. Et ouais, les 22 erreurs dans du texte, je
pense que c'est même plus, c'est qu'une moyenne, mais ouais, je m'y reconnais beaucoup dans faire énormément de fautes d'orthographe, en keyboard, de grammaire dans un texte. Mais je ne suis pas forcément reconnu dans l'anglais, qui, je sais, est mon grand avantage de ne pas avoir ce problème. Ayant eu 980 au TOEIC sur le TOEIC, je me ressens pas là-dedans. Je sais que pour d'autres, c'est vraiment une grosse difficulté et que c'est nécessaire de faire attention à chacune des personnes en fonction de comment elles réagissent, qu'il n'y a pas toujours les mêmes réactions et les mêmes types. Le dyslexie n'est qu'un un groupe, mais qu'il y a plein de réactions, comme qui est expliqué, c'est que chacun des cerveaux fonctionne un peu différemment et que chacun a sa manière à apprendre. Et que ouais, pour l'anglais, par exemple, ça peut être extrêmement difficile. J'ai tous les professeurs que j'ai rencontrés qui me disaient que ça allait être quelque chose d'extrêmement difficile, qu'ils allaient adapter. Et ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas forcément besoin de faire ceci avec moi parce que je me débrouillais aussi bien que les autres et que ça n'était pas été le cas avec ces autres élèves avec les mêmes difficultés que moi parce que là, la difficulté à lire, effectivement, était très compliquée. Et voilà. Et du coup, Mais toi, pardon. non, allez, vas-y, excuse-moi. Comment as-tu su que tu avais des besoins spécifiques, toi? C'est arrivé à l'école? À l'école, tout à fait. Après de nombreuses reprises où je me rendais compte que j'avais pas le temps d'écrire ce qui était mis au tableau ou que j'avais jamais le temps ou que je faisais des milliers de fautes d'orthographe dans tous mes cours, que mes parents ont décidé de prendre un rendez-vous chez l'orthophoniste pour se poser la question, réaliser un diagnostic. Et vers mes 10 ans, on s'est rendu compte que j'étais dyslexique et dyspraxique. Et à la suite de cela, j'ai pu être mis en contact avec des professeurs qui se sont tout de suite adaptés. Pas les premiers professeurs que j'ai rencontrés là qui refusaient de mettre quelque chose en place, mais sur une nouvelle école, quand j'ai déménagé, j'ai changé d'école et puis je suis tombé sur des sauveurs, littéralement trois maîtresses qui ont tout fait en place pour m'aider, se rendre compte que j'avais besoin de plus de temps, que les textes devaient être plus espacés. Et à l'arrivée au collège, il y a eu par exemple l'apparition d'un ordinateur qui était pour moi l'outil le plus pratique, selon moi, de plus avoir à écrire, ce qui du coup corrigeait la dyspraxie, et la capacité de lire sur un écran qui était bien plus pratique pour la dyspraxie et la dyslexie, c'est-à-dire que je n'avais pas besoin de lever le nez et réécrire ce que j'avais, je pouvais directement, avec un peu d'expérience, je pouvais écrire tout sur mon clavier tout en lisant ce qui était au tableau ou ce que j'écoutais, ce qui était bien plus facile. Donc l'outil informatique a été un sauveur pour moi, hein, j'en avais absolument besoin. Et une AVS aussi au collège quand j'en avais besoin pour me remettre sur le chemin quand j'étais à court de concentration et d'énergie, parce que ça fatigue, comme on l'expliquait, c'est énormément de fatigue à essayer de décoder toujours ce qu'on lit, ce qu'on écoute, et ce qu'on essaye de retranscrire et dans ce qu'on essaye de corriger dans ce qu'on a écrit. Donc là, toc, j'avais pas de logiciel particulier. J'avais un LibreOffice au début, j'avais même pas de pack office, juste un simple LibreOffice. C'est un traitement de texte, c'est déjà extrêmement pratique. Mais j'ai vu avec les différentes versions et améliorations des pack office et des LibreOffice l'apparition par exemple de l'inscription par voix, c'est-à-dire juste la capacité de parler et que le texte allait être automatiquement écrit, ce qui est apparu de manière assez rapide sur LibreOffice. Je me souviens qu'encore au collège, donc il y a à peu près 8 ans, il y avait déjà cette technologie, cette capacité sur LibreOffice et la capacité de juste s'enregistrer soi-même sur un téléphone ou sur n'importe quel système d'enregistrement pour ensuite se donner du temps ou pour gagner du temps. C'était extrêmement pratique avec cela. Mais oui, l'ordinateur était vraiment quelque chose qui m'a aidé. Pareil pour les contrôles, les examens qui étaient sur support numérique étaient bien plus faciles parce que là où il fallait réécrire, c'était extrêmement difficile. Les mathématiques, je me suis rendu compte que sur l'ordinateur étaient plus faciles pour moi parce que les fonctions étaient plus intéressantes plus faciles à mettre en place finalement. Et avec beaucoup d'expérience, à force de le faire, j'ai appris à le faire de manière quasiment automatique et à ne plus perdre de temps comme je le faisais avant. Ah oui, ça se fait comment déjà une racine carrée? Ah oui, c'est vrai. Et beaucoup de temps gagné comme cela. Et est-ce que tu as quand même dû compenser ton handicap par tes propres moyens à un moment donné? Est-ce qu'il y a des situations où ça ne suffisait pas? Oui, depuis au début encore de l'école et au collège, je faisais quasiment quotidiennement des dictées avec mes parents pour m'entraîner
essayer de m'apprendre les différentes règles, mais ça a été extrêmement long. Encore aujourd'hui, je ferai énormément d'erreurs. On a eu au saisie l'examen Voltaire, qui était pour vérifier notre niveau en français. Et même après énormément d'heures passées d'entraînement, euh, je ne m'en sors encore pas avec un score au-dessus de 50% parce que les règles sont assez pointues, assez techniques. Et comme la forme du Voltaire est, c'est juste une phrase, il faut essayer de pointer l'erreur dans la phrase. J'ai beaucoup de difficultés à lire la phrase et à me dire où est-ce que se trouve l'erreur et penser à quel type d'erreur je peux me confronter. Là où dans les entraînements, on me dit, OK, on va voir ce panel-là on va voir ici. Du coup, quand on comprend le pattern, on s'adapte et on comprend. On arrive à voir laquelle faute ça va être. Dans l'examen classique, c'est toutes les erreurs qui peuvent être en face de nous et les pointer, j'y ai beaucoup, beaucoup de mal encore. Alors que je les connais et j'arriverai à les réciter. La méthode du Voltaire est un peu difficile pour moi, par exemple. On Mais va, voilà, et aussi au niveau du temps, j'ai surtout les devoirs que je faisais à l'école et au collège, j'y passais beaucoup plus de temps et j'y mettais beaucoup d'investissement pour que je fasse la même chose que les autres élèves. Je voulais pas avoir un format réduit ou amoindri par rapport aux autres élèves. sur la question, j'ai vu ta main levée, Béatrice, je te donnerai la parole juste après. Euh, sur la question de Voltaire, donc c'est une épreuve qui est en train d'évoluer aujourd'hui. Donc les étudiants qui vont arriver à saisie, je ne suis pas sûre que ce soit cette épreuve-là. En tous les cas, lorsqu'il y a une situation de handicap qui a été compensée, mais pas suffisamment au cours de la scolarité, lorsqu'on arrive en fin de parcours et qu'il y a un échec et que c'est en lien avec la situation de handicap, on a ce qu'on appelle la commission d'aménagement de parcours qui réunit la direction des études et qui évalue en fait justement s'il y a une possibilité de diplomation, en tout cas de démontrer les compétences de l'étudiant à travers d'autres moyens, si justement la compensation n'a pas suffi. Béatrice, tu peux poser ta question dans le chat si tu veux bien, et sinon on réserve ta question pour la fin, comme au choix. Du coup, Saisie, qu'est-ce qui a été mis en place pour toi? Au tout début, j'ai eu un tiers-temps de mis en place et la capacité de faire tous les examens, même les études de cas, sur ordinateur. C'était un truc qui était absolument nécessaire parce que la rédaction me prendrait beaucoup trop de temps et l'explication de tous les différents types d'études de cas que je pourrais rencontrer, que ce soit de l'analyse, des mathématiques ou de la rédaction en tout genre, de projets par exemple. La capacité de le faire sur ordinateur était vitale pour moi car sinon ça me prendrait trop de temps et ce serait pas intéressant et même le tiers-temps serait pas suffisant avec les difficultés d'écriture que j'ai. Et du coup, si tu as, est-ce que tu aurais des conseils à donner à d'autres étudiants qui auraient le même trouble que toi et tout simplement pour faciliter leur parcours? De se rendre compte de ses capacités, de bien poser tous les éléments de ce qu'on sait faire, comment on s'est rendu compte qu'on était dyslexique ou qu'on avait un trouble 10 et quelles sont les méthodes à chacun pour s'adapter. Par exemple, je sais que moi, un texte, je vais pas arriver à forcément comprendre instantanément et que je vais le lire plusieurs fois, que je pense que si quelqu'un me le lisait, j'aurais plus de facilité qu'on me l'explique à l'oral et j'ai, que je trouve que l'explication à l'oral est plus intéressante que la lecture, parce que plus difficile pour moi. Et, et que, que chacun se rende compte de quels sont ses avantages. Par exemple, je sais que moi, du coup, l'anglais était une force, et du coup, je m'appuyais dessus pour comprendre comment j'avais appris une langue pour essayer de la réappliquer sur le français. Me dire, OK, j'ai appris l'anglais avec beaucoup de vidéos sur Internet et à force d'écouter de la VO. Comment on peut essayer de voir ça? Maintenant, j'ai appris plein de règles en anglais. J'ai l'impression d'être plus efficace en termes de règles de grammaire en anglais qu'en français. Comment je peux essayer d'appliquer ça à d'autres parts? Donc, se rendre compte de comment on a réussi à apprendre quelque chose et essayer de calquer cette méthode d'apprentissage sur les différents éléments et de l'adapter comme on le souhaite. Ok, donc c'est plus au niveau méthodologique. Et Absolument.
Du coup, Béatrice, sa question, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que pour toi, je refais. Qu'est-ce qui fait que tu as plus de facilité éventuellement au TOEIC plutôt qu'à Voltaire? Alors, on est d'accord, c'est deux choses, deux épreuves qui sont totalement différentes. Ouais, Donc, l'une en anglais, l'autre en français. Qu'est-ce qui fait que tu as plus de facilité? je pense que c'est à la fois, je pense que j'ai la frayeur des règles de français, et donc du TOEIC, pardon, de Voltaire, et donc j'y mets moins, j'en ai plus peur, et donc j'y mets plus d'a priori, et je n'arrive pas forcément à passer l'examen. Là où l'anglais, c'est un truc que j'apprécie énormément, quand j'ai anglais dans la semaine, je sais que ça va être 1 heure et demie vraiment que je vais apprécier, parce que c'est un truc que j'aime vraiment pratiquer. Et que le TOEIC, je le vois plus comme un challenge sur le moment et que c'est ouais, quelque chose que je vais m'amuser à faire et que la partie orale est quelque chose que je trouve bien plus facile parce que justement basé sur l'écoute, qui n'est pas une Mm. de mes difficultés. Et je pense que la dyslexie, du coup, m'a embêté sur la vue et du coup, les autres sens se sont développés et l'écoute, du coup, il n'y a aucun problème. Et que la version à l'écrite, quand on passe à la lecture, c'est de la lecture et pas justement de la rédaction, là où j'aurais plus de mal à le faire. Et D'accord. ouais, la lecture, c'est juste que je passe les 45 premières minutes à l'oral à m'amuser, littéralement. C'est quelque Mm. chose que j'apprécie beaucoup. Et les 1h15 derrière à vraiment me concentrer sur du texte pur. Et c'est peut-être cette notion de petit challenge que j'ai, où j'arrive à le mettre dans cette bonne forme. C'est seulement sur les dernières parties, comme la partie 7, qui est extrêmement difficile, avec ces 3 gros blocs de texte où on doit récupérer les éléments dedans, qui devient extrêmement difficile et qui vient finir d'un coup de marteau sur la tête, sur la fatigue vraiment à la fin de cet examen. Et je pense que le Voltaire, ouais, c'est cette difficulté là où le TOEIC, c'est très compartimenté, on sait quelle Ouais, partie va être sur quel élément, là où le ouais. Voltaire, c'est vous avez 100 Le règles de marathon. grammaire à apprendre et vous allez les avoir pas dans un ordre pas ordonné et on peut pas tellement s'y entraîner sur chacun des éléments. Là où je savais que Ouais. j'avais des difficultés sur un seul bloc en anglais, j'ai pu m'entraîner sur ce bloc-là. Là où Voltaire, on me dit, ben, sur les 100 règles, il t'en manque 90. Bon courage à apprendre les 90, mais sauf que c'est 90 règles à apprendre dans un temps assez court. Ce que je trouve pour moi, c'est que avec un peu plus de temps, je pense que le Voltaire serait une épreuve plus facile, mais c'est quand même un truc très difficile car il faut repérer exactement l'erreur dans une phrase et c'est l'élément le plus difficile finalement. Eh bien, merci beaucoup pour ton Merci. témoignage. De rien. Il va être très utile, je n'en doute pas. Si vous avez besoin de contacter Adam, vous pouvez le contacter via son adresse via Saisie. Absolument. Et donc, on va répondre effectivement aux dernières questions sur Oui. la mise en place des aménagements. Ah, saisie. Donc, il y a la loi du 11 février dit effectivement qu'on va mettre en place des aménagements et il y a les choses qui ont été facilitées. Ça veut dire que si vous avez une mise en place d'aménagement, notamment pour le bac, et que ces aménagements sont toujours OK pour vous, vous nous la transmettez et on continue, on les poursuit en fait sur la scolarité qui suit. Donc là, on va rester stricto sensu sur les mêmes aménagements. S'il y a besoin du coup de nouveaux aménagements, là on va avoir besoin d'un avis d'un médecin. Alors normalement les avis des médecins c'est la MDPH qui les donne, donc ça c'est le Saint Graal. Maintenant les MDPH répondent pas toutes forcément, donc du coup on va prendre aussi des aménagements de médecins. Alors dans l'ordre en fait ça va être effectivement les aménagements validés par la MDPH. Ensuite ça va être les médecins de l'ARS qui sont du coup des médecins qui sont plus formés sur la partie handicap qu'un médecin généraliste. Et donc souvent dans la granularité des préconisations qui sont faites, un médecin généraliste va moins loin. Donc c'est pour ça qu'on préfère en fait des médecins qui sont plus habilités sur la partie handicap.
On m'a posé la question par rapport à la RQTH. La RQTH, c'est une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Ça va être essentiel pour l'apprentissage, pour les contrats de pro, puisqu'en fait, ça, c'est ce qui va permettre d'aménager en entreprise. Nous, ça va nous permettre aussi d'avoir des financements, c'est-à-dire que grâce à ces financements, on peut financer des logiciels, on peut financer des fauteuils ergonomiques, etc. Donc ça va être bien, mais la RQTH ne va pas dire le besoin d'aménagement, mais donc ne va pas être précise pour nous. Nous, on ne va pas faire d'interprétation par rapport au handicap, on va se baser sur ce que nous dit le médecin. Donc même si effectivement, quand on est en commission d'aménagement de parcours, il y a des choses où quand on connaît, on peut aller plus loin, notamment sur l'anglais, sinon on va uniquement se baser sur ce que nous préconise le médecin. Une Voilà. petite précision sur le repérage trop tardif. C'est le cas aussi à saisie. On a beaucoup d'étudiants qui se déclarent très tardivement. Donc, si vous êtes étudiant, si vous êtes parent, n'hésitez pas à inciter votre enfant à aller voir le plus vite possible le référent handicap pour justement qu'on puisse mettre en place ces aménagements-là. On a donné pas mal d'exemples depuis le début, mais pour les études, donc on a ce fameux temps supplémentaire pour la prise de notes. On peut avoir un preneur de notes qui peut être un camarade, l'utilisation de l'ordinateur avec les logiciels spécifiques, l'utilisation de police 10 friendly, qu'on appelle 10 accessible aussi, l'autorisation d'avoir la calculatrice, d'utiliser un matériel spécifique. Ça peut être une règle adaptée pour la lecture. Ça peut être, il y a des étudiants qui ont les fameuses Lexilens, ce sont des lunettes qui permettent, pas pour tous, mais de reconnaître plus facilement certains caractères sur papier. Voilà. Et puis, pour les examens, globalement, on va être sur du tiers-temps écrit qui est aussi valable pour la préparation de l'oral, donc notamment pour le grand oral où il faut piocher un sujet et puis bosser un petit peu son sujet avant de passer à l'oral. Le tiers-temps écrit s'applique aussi sur cette partie-là. L'ordinateur autorisé pour les épreuves rédactionnelles dont a parlé Adam, certaines substitutions d'épreuves écrites en anglais par de l'oral ou par de la simplification. Aujourd'hui, pour valider le titre d'ingénieur, vous pouvez passer le TOEIC, mais vous pouvez passer aussi le Lingua Skills qui convient dans certains cas pour certains étudiants parce que notamment la consigne est peut-être lue une deuxième fois, par exemple. Il y a des épreuves qui peuvent être réalisées en effectif réduit, des lecteurs-scripteurs possibles dans certains cas. Et puis, quid de la tolérance orthographique, puisque aujourd'hui, on a assez de logiciels pour faire des corrections. Donc, c'est encore toléré, mais dans certains cas, c'est vraiment exclusivement sur les devoirs sur table où il faut écrire à la main en privilégiant donc l'utilisation de l'ordinateur si jamais c'est possible. J'insiste Voilà. là-dessus, c'est-à-dire que nous, on fait le lien entre juste avant le monde du travail. Et dans le monde du travail, il n'y a pas de tolérance orthographique, hein. Quand vous recevez un mail et qu'il est truffé de fautes, du coup, vous êtes stigmatisé. Ça veut dire que les élèves doivent être suffisamment habitués à utiliser les logiciels de manière à ce que ça ne se voit pas, au minimum, dans le monde du travail, de manière à ne pas être stigmatisé. Donc c'est pour ça qu'on peut le tolérer dans certains moments où il ne peut pas y avoir de compensation, mais sinon on préfère les accompagner et aider au financement des logiciels et à cette appropriation-là, de manière à ce que ça ne se perçoive pas, en tout cas avec un client. J'ai une petite question, peut-être qu'il y aura la réponse en fin de présentation, je l'ai pas vue. Marion, tu parlais des référents handicap. Oui. Du coup, on a bien un référent handicap sur chacun de nos campus. Oui. Et comment les personnes peuvent les joindre? Alors, écoute, dans 1 minute 30, même pas, top chrono, je réponds à cette question. Donc là, c'était juste un approfondissement pour parler de l'écrit, mais globalement, voilà, on peut aussi apporter d'autres aménagements selon le trouble du neurodéveloppement. Là, on a vraiment parlé de la dyslexie essentiellement, hein. Mais il peut y avoir aussi une autorisation de dispositifs de réduction de bruit pour les personnes notamment qui ont des sensibilités extrêmes au bruit ou alors qui ont un trouble de l'attention, qui ont besoin de rester focus avec un casque, une reformulation de consignes aussi, un séquençage des consignes complexes, bref. Il existe plein d'autres solutions, dont une qu'on a mis en place aussi à Saisie qui s'appelle Glaster. Si il y a un besoin en reformulation, ça peut vous intéresser. C'est une appli pour laquelle vous allez voir votre référent handicap
je donne les adresses juste après. Vous allez voir votre référent handicap, il vous donne une clé. Vous allez sur le site Eglaster, vous pouvez téléverser des documents pour les afficher à votre besoin, c'est-à-dire sur une ligne, 3 lignes, 5 lignes, avec certaines consonnes ou certaines voyelles en surbrillance. Ça peut vous permettre de reformuler certaines phrases. Ça peut aussi vous permettre d'écouter ou de séquencer les consignes. Il y a de l'IA dedans, c'est une IA qui est fermée, qui est vraiment fermée Glaster, et donc qui vous permet en fait d'utiliser l'outil. Voilà un exemple pour quelqu'un qui a une dyslexie très faible ou qui n'a pas besoin, par exemple, de mettre très en avant certaines syllabes. Ça vous montre un petit peu comment il est fait. Ça convient pas à tout le monde. De mémoire, Adam l'a testé, ça ne lui convenait pas, mais tout simplement parce que s'il avait ses propres méthodes, je pense que quand on utilise et quand on compense beaucoup aussi, il y a certaines fois où c'est pas forcément très utile, mais ça vaut quand même le coup de tester pour voir si ça peut être un outil qui vous convient ou pas. Et sinon, voilà, on en vient à la fameuse question. Mais oui, on a au moins un référent handicap par campus. L'année 2023-2024, on a accompagné 626 étudiants en situation de handicap. C'était 782 jusqu'à août 2025. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller voir votre référent. Le contact se trouve sur la page internet du campus qui est ciblée. Il y a toutes les coordonnées et vous pouvez prendre aussi rendez-vous avec le référent pour justement avoir un entretien et faire une demande d'aménagement. Donc, anticipez au maximum. La mission du référent handicap, c'est vraiment d'accompagner l'étudiant tout au long de son parcours sur l'orientation, les stages, chercher des financements, s'il y a derrière une reconnaissance, on a parlé de la RQTH ou pas d'ailleurs, on peut chercher des financements aussi s'il y a des besoins en solutions spécifiques. Et puis, faut pas oublier que l'élève, cette fois-ci, il est au cœur de son projet, contrairement au lycée. C'est vraiment ça, ce qui change entre le lycée et les études supérieures. Et donc, c'est lui qui initie la demande. Et ça, c'est très important. Voilà l'ensemble des adresses. C'est peut-être moins lisible que d'aller directement sur le site récupérer le nom, mais vous les avez juste ici. Voilà. Ok, donc dans les questions, peut-être rapidement, pour la sélection, effectivement, il y a des aménagements qui sont possibles. Donc là, on reprend les précédents aménagements parce que c'est des choses qui doivent être rapides. Et après, on reprend le temps d'étudier les aménagements pour la formation. Donc c'est pas parce que vous avez un aménagement pour la sélection qui va être reconduit pour la suite. En fait, on a besoin de sont deux démarches différentes. Dans les autres questions que j'ai lues, donc vous avez aussi Oui. sur le site internet de saisie engagement diversité tous les éléments qui reprennent les candidats concernés, la demande d'aménagement, différents types d'aménagement, etc. Donc qui peuvent aider et envoyer un lien simple. ESH, c'est étudiants en situation de handicap. Excusez-nous pour le trigramme, on va modifier. On va vous remettre le support puisqu'effectivement il y avait la fin qui est un tout petit peu modifiée, puis on va rajouter comme ça ces éléments-là par rapport aux questions. Oui, c'est plutôt bienvenu de mentionner une situation de handicap directement via Parcoursup parce que ça permet de prendre la situation de handicap dès les examens au démarrage. J'ai pas vu Voilà. d'autres questions. Je crois pas. Merci beaucoup, on a un petit peu dépassé. Dernière question peut-être. Voilà, il y a des petits témoignages. On a beaucoup de merci pour cette présentation. La qualité, vraiment, c'est pour ça que on pourra mettre à disposition en effet le PowerPoint que vous avez préparé. On a Ouais. dépassé, mais c'était vraiment agréable, hein. Merci. Et puis oui, donc le message, je redis, il ne faut pas hésiter à faire la démarche, hein. La démarche, elle est confidentielle. Ça veut dire que si vous avez un tiers-temps et que vous ne voulez pas l'utiliser, vous ne l'utilisez pas. Par contre, dire qu'une fois qu'on est en échec, ah mince, c'est parce que j'étais en situation de handicap, on ne peut plus rien faire pour vous. Donc c'est dans l'autre sens, hein. On fait la demande, vous l'utilisez ou pas, si vous avez besoin ou pas. En tout cas, c'est une carte que vous pouvez jouer et qu'on vous incite à jouer. Et on peut aménager, on peut vous mettre en situation de réussite une fois que l'échec est là. L'échec est là. Et oui, Béat- Patrick, ouais.
Béatrice avait une question, mais je ne sais pas si on peut lui donner la parole. Normalement, oui. J'en profite pour répondre à Patrick en attendant sur le médecin ARS. Oui, a priori maintenant, donc l'étudiant peut aussi demander à ce que ce soit mentionné. De même, lorsqu'il y a une RQTH et qu'il y a une alternance en entreprise, le médecin du travail va pouvoir donner les aménagements en entreprise et à l'école. Et ça a été renforcé par la loi qui est passée en début d'année. Voilà. Béatrice, tu Béatrice. dois avoir la parole. Oui. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, oui, oui. Oui. Ouais, super. Non, j'avais écrit une question sur la substitution des épreuves écrites en anglais par des épreuves orales en cas de situation d'échec. Ça veut dire quoi en cas de situation d'échec? C'est-à-dire qu'il faut qu'ils essayent d'abord la voie Ouais. classique et après. Et C'est ça, pourquoi c'est-à-dire on ne le fait pas dès le départ, en Alors, fait? parce que la dyslexie, c'est toute la vie. ouais, mais tu vois, Adam, il a pas de souci en anglais et donc on peut pas dire parce que tu es dyslexique, tu vas échouer. D'accord. Donc c'est pour ça que voilà, Adam était vraiment le bon témoin. Faut voir Souci. avec tout type, Ok, faut voir avec merci. tout type, faut voir vraiment avec tout type de personnes en fonction des différentes réactions qu'ils ont. Ça se trouve, des personnes auront plus de facilité à l'écrite alors qu'ils sont dyslexiques, ou d'autres qui ne sont pas dyslexiques auraient des difficultés à l'écrit et plus à l'oral. Donc c'est vraiment à s'adapter à tous les élèves, je pense, en Ouais. fonction des réactions de tout le monde. Et après, on peut aussi voir la progression ou la non-progression, c'est-à-dire que un élève peut travailler ou ne peut pas travailler, peu importe s'il est en situation de handicap ou pas. Donc on regarde aussi le travail, s'il y a de la progression, s'il y a du travail, s'il y a à la fois du travail et pas de progression, alors on va substituer. Mais s'il n'y a pas de travail, on substitue pas, il n'y a pas de travail. Ok, Voilà, c'est plus handicap clair, ou pas. merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair. Donc, c'est vraiment du cas par cas, en fait. Oui. Voilà. Bon, ben, faut revoir mes heures, quoi, de référente handicap. Hein. J'ai besoin de plus, là. T'inquiète, on est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va vous remettre les slides dans la présentation. Sinon, bah, vous nous laissez votre mail et puis on vous les envoie.